Je suis dans un taxi en train d'aller en studio et là, j'ai mes managers qui m'appellent et qui me disent « Écoute la chanson, on vient de l'envoyer par mail, elle est énorme ». J'écoute la chanson et là je me dis « C'est pas du tout pour moi ». Je la rappelle, je leur dis « Mais c'est quoi cette chanson ? Ça n'a rien à voir avec moi ». Salut, c'est Louane sur Melty. Aujourd'hui, on va regarder des moments forts de ma vie, mais je sais pas lesquels, donc j'ai hâte de voir. Allez, premier extrait. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. C'est mon audition à l'aveugle sur The Voice. Donc là, j'ai 16 ans, je suis très stressée. J'ai vraiment l'impression de jouer ma vie. Donc ça s'entend, hein, je suis à moitié en larmes, j'arrive même pas à aligner deux phrases quand je chante. Ça montre mon trop plein d'émotions qui est assez présent dans ma vie, même aujourd'hui. En fait, je suis arrivée sur The Voice parce que j'ai fait beaucoup de concours de chant et j'avais demandé à ma mère de faire The Voice. Elle m'avait dit non. Elle m'avait dit que j'étais trop jeune. Et j'avais fait un concours de chant où il y avait un directeur de casting. Il lui a dit tout de suite elle a quel âge, il faut l'inscrire sur The Voice. Alors qu'elle m'avait dit non, sauf qu'elle l'a écouté et elle me l'a pas dit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri sur The Voice avec Bruno Bauerès qui force ma mère à m'inscrire et ma mère qui lâche l'affaire en disant ok, on y va quoi. J'ai vécu l'aventure The Voice comme un vrai rêve parce que avec du recul aujourd'hui, je sais pas, j'avais 16 ans, j'allais au lycée, c'était chiant parce que j'aimais pas l'école. J'étais en internat à Lille et du jour au lendemain, je me retrouve à la télé pour chanter devant des gens et chanter c'était ce qui me faisait vibrer quoi. Puis en plus c'était la première fois que j'étais un peu sans mes parents, donc c'était ma première liberté quoi. Les autres talents de The Voice, en gros, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'était tous des adultes, ils pouvaient aller boire des verres, ils pouvaient aller bouffer des sushis en face. Moi, j'avais le droit de rien faire. J'avais même pas le droit de sortir de ma chambre parce que j'étais mineure, quoi. Donc j'étais sous leur responsabilité. Et du coup, ouais, je faisais le mur pour sortir, genre manger des sushis. En vrai, pas des trucs de ouf. J'en faisais vraiment qu'à ma tête, quoi. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame ? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Une famille. Je viens de regarder la bande-annonce du film La Famille Bélier, qui est le premier film que j'ai fait. Plus qu'un film incroyable que j'ai pu faire et plus qu'une aventure incroyable que j'ai vécue, une rencontre avec un homme qui sera dans ma vie jusqu'à la fin de ma vie, c'est sûr, qui est Eric Lartigot, le réalisateur du film, qui aujourd'hui est quelqu'un qui compte énormément pour moi, comme une sorte de figure paternelle en fait. Déjà, il m'a fait jouer alors que je savais pas jouer. Il fallait vraiment être sûr de lui, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui choisit une fille parce qu'elle chante, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, qui me fait passer des essais pourris, j'étais malade, j'avais pas appris mon texte. En plus, il m'avait fait sortir de The Voice parce que c'était pendant The Voice et techniquement, on n'avait pas le droit de sortir pendant The Voice, donc on avait, avec mon management, un peu mytho en disant que j'étais malade et qu'il fallait que j'aille voir un médecin pour aller faire les essais, que j'ai complètement raté. Et en fait, il disait, et il dit encore, qu'il a vu un truc dans mes yeux, qu'il était sûr que ce serait moi. Je sais pas ce qu'il a vu ce jour-là parce que vraiment, c'était pas fameux. On était dans un petit bureau, il y avait une directrice de casting qui était assise contre un mur qui avait la feuille du texte avec elle, une caméra devant et lui il était là, il me regardait comme ça et elle me lançait le texte et moi j'étais là genre jusqu'à ce que je dise en fait je l'ai pas le texte, donc il me lançait sur de l'impro mais j'en avais jamais fait et franchement vraiment j'ai été très nulle. Il est parti quand même là-dessus et ensuite ça a été une aventure incroyable. J'ai eu la chance d'apprendre la langue des signes, 3 mois intensifs, c'était vraiment dur, même si ça me sert pas au quotidien. Je suis trop heureuse de pouvoir la pratiquer, de pouvoir rentrer dans la communauté sourde, c'était vraiment magique. Et puis tourner un film, c'est complètement dingue. Mes 2 premiers jours de tournage étaient tellement pas bons parce que j'avais pas l'habitude, que j'étais stressée, que je jouais de façon très fausse, que le deuxième soir, à la fin, Eric il est venu me parler en me disant bon, va falloir qu'on bosse un peu plus parce que c'est pas naturel, machin, et au bout d'une semaine il me dit bon on va devoir refaire les scènes qu'on avait fait, donc en plus de ça ils avaient perdu 2 jours de tournage à cause de moi. C'était un enfer, moi j'ai cru que j'y arriverais jamais. Et en fait finalement on a parlé toute une soirée, ça a fait un déclic et le lendemain j'étais parée quoi. Le César c'est un mystère. Je ne comprends pas ce qui s'est passé parce que l'histoire est tellement belle et le propos est tellement fort que le personnage que je jouais était vraiment trop bien écrit, qu'il était trop beau, qu'il était trop touchant, donc je pense que ça a vraiment joué. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est que la façon du personnage d'agir, elle était très proche de qui j'étais. Évidemment je jouais, mais il y avait une vraie part de naturel et je pense que c'est ça qui a rattrapé ces deux débuts de tournage complètement chaotique. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2,
une suite à l'hôtel. C'est la première chanson que j'ai sortie. Moi j'aime trop ce clip, il est génial. C'est un contexte où c'était mon premier clip, donc j'avais pas autant de budget que ce que je peux avoir aujourd'hui pour mes clips actuels, mais il était génial. On l'a fait dans la maison de ma manageuse à Etretat avec mes potes. En fait, on a juste passé un week-end entre potes et c'est un week-end qui a été filmé. C'est vraiment ça, ce clip. C'est la première chanson qui est passée à la radio. La première fois que je l'ai entendue à la radio, c'était sur Virgin. Et j'étais dans la voiture avec ma sœur. Et en fait, on est devenus hystériques. On baisse les fenêtres, on hurle, on était mais comme des malades. J'avais tellement pas de recul sur la période du premier album. J'ai tout vécu à 100 à l'heure, quoi. Je me réveillais le matin, j'étais dans une ville, le soir j'étais dans une autre. J'enchaînais les promos de toutes les radios. Cette période, elle était irréelle, je l'ai presque pas vécue. Tellement c'était rapide. Je suivais la vague et je me rendais pas compte des choses. Et en fait, je me suis rendu compte des choses la première fois que je suis revenue sur scène avec le premier single de mon deuxième album. Je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi présents. Je pense que c'était le truc le plus traumatisant dans le bon sens. Je me rappelle très bien, c'était un plateau radio à Strasbourg. Je sors de scène et j'ai fondu en larmes, quoi. Je me suis dit, mais waouh, c'est ça que j'ai vécu. C'est incroyable, j'ai tellement de chance. J'ai tellement de chance d'avoir pu vivre tout ça. C'est fou ce que je suis heureuse de l'avoir vécu et d'aujourd'hui avoir le recul de pouvoir regarder tout ça. Sous la poussière, on était beaux. Pourtant, on accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Cette chanson, je me rappellerai toujours du moment où je l'écoutais. Je suis dans un taxi en train d'aller en studio et là, j'ai mes managers qui m'appellent et qui me disent « Écoute la chanson, elle est énorme. On vient de l'envoyer par mail, elle est énorme. » J'écoute la chanson et là je me dis pas du tout, c'est pas du tout pour moi. Je la rappelle, je leur dis mais c'est quoi cette chanson, ça n'a rien à voir avec moi. En fait c'était pas la bonne chanson. Donc ils me renvoient un mail, j'écoute la chanson, c'était On était beau, j'arrête la chanson, je rappelle mes agents, je fais écoutez, j'arrive en studio, débrouillez-vous pour qu'il y ait un bout de prod, je veux commencer par cette chanson-là. Je l'ai enregistrée directement en arrivant sur le sentiment de ce que je venais de vivre dans le taxi. En fait elle m'a trop touchée, quoi. C'est fou. Comme une chanson, elle peut donner une vague et un élan à un album. Et cette chanson-là, elle a vraiment mis mon album dans une bulle, quoi. Et c'est le premier single que j'ai sorti du deuxième album. Donc c'est la chanson qui m'a permis de renouer avec les gens. Et c'est fou parce que c'est dingue, c'est la même histoire qu'avec Jour 1. C'était un moment fulgurant où j'ai su que c'était une chanson pour moi. Après le succès du premier album, qui était irréel, en studio, j'étais en panique. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'entourer autant aussi. J'avais besoin de me sentir en confiance. Et je suis allée chercher la confiance vers des gens que j'admirais, quoi. Julien Doré, Benjamin Biolay. Mais évidemment, c'était très très flippant. Et là, c'est le dernier extrait. Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Je vois mon tout dernier clip. Cette chanson, elle a été créée une nuit à Bruxelles dans un studio avec Damso. On écoute des prods d'un producteur qui s'appelle Wolfgang, il me les propose un peu une par une et je tombe sur cette prod un peu fin 90s, début des années 2000, qui m'arrête là et qui me montre que dans le troisième album, je veux que des grosses prods. On se pose, on mange, on boit des bières et il me pose plein de questions et là on parle toute la nuit. On parle de ma vie en fait. C'était bizarre parce que c'était un peu une conversation à sens unique parce qu'il voulait vraiment faire quelque chose de sur mesure, donc il me posait énormément de questions sur ma vie. Et de là, après lui avoir raconté pendant des heures tout ce que j'avais pu vivre à peu près, est née de ces mots cette chanson « Donne-moi ton cœur », qui est une chanson qui fait le parallèle entre ma vie avant de faire de la musique professionnellement et ma vie aujourd'hui, quoi. Elle est à la fois nostalgique et à la fois pleine de fierté. Elle parle de cette image que peuvent avoir les gens de qui je suis et de qui je suis. Pour de vrai. Et j'ai eu du mal avec ça pendant des années, à imaginer que j'étais juste une image pour les gens. Jusqu'à ce que je parle avec des amis à moi et que je me rende compte qu'en fait, finalement, tout le monde est une image pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que je suis quelque chose, et en fait, la personne qui est en face de moi, que ce soit quelqu'un qui me connaît ou quelqu'un qui me connaît pas, elle pense forcément que je suis quelque chose. Que je suis pas forcément, en fait. Et c'est de ça qu'elle parle, cette chanson. Cette chanson, pour moi, c'est une façon de rallier qui je suis, en fait. D'embrasser ce que j'ai pu vivre et mon passé, et d'être bien dans mes bottes avec qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour cet album et ce nouveau titre? Que je continue à apprendre autant et que je puisse partager encore. Parce que c'est vraiment l'essence même de la musique. Donc ouais, je pense que c'est ça qu'on peut me souhaiter.